il y a un conflit de vision entre les parents et les enfants. Les enfants qui ont grandi en Afrique, qui ont grandi au Cameroun, sont mieux préparés à réussir en Europe plus tard. Donc, il faut reconnaître qu'au Cameroun, la qualité de la formation qu'on donne ne nous aide pas seulement sur le plan scolaire. Ça forge vraiment le mental qu'on arrive, parce que ce qui fait échouer en Europe, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est le mindset. Quand le mindset n'est pas assez solide, on échoue. On n'échoue pas parce que les maths sont plus difficiles, non. On échoue parce qu'on ne résiste pas aux mots qu'on te dit. On va enchaîner directement pour parler de ce phénomène, on avait taxé une tendance de mode, le retour de la diaspora au bercail. Depuis pratiquement 2020, avec la pandémie à Covid-19, on a eu une véritable affluence des acteurs de la diaspora qui sont revenus au Cameroun. Vous, personnellement, en tant que, je sais pas, ex-membre de la diaspora, comment est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène? Est-ce que, vu que vous avez dit à la vision que l'Afrique sera l'Eldorado de demain, c'est pour ça qu'il faut vite revenir au bercail pour bénéficier de sa part du gâteau. Ah ouais, c'est clair que oui, c'est une grosse tendance qui est réelle, qui est palpable. Je sais ça parce que je suis moi-même le produit de ce retour-là en fait. Oui, on remarque beaucoup de retours, les gens rentrent en famille en Afrique et ça pousse à se poser des questions clairement. Bon, pour ma part, personnellement, je suis revenue au Cameroun effectivement avec 5 enfants. Et mon mari et moi, pour mon mari et moi, cette décision a été motivée déjà par... C'était le besoin de former les enfants. Qu'est-ce que j'entends par former les enfants? Le besoin de faire découvrir l'Afrique aux enfants. Ouais. Oui, donc clairement, on est arrivé... Oui, on avait besoin de faire en sorte qu'ils s'enracinent mieux, qu'ils se sentent plus africains en fait. Qu'ils s'identifient réellement à ce continent. Parce que quand on vit à l'étranger, les enfants, quand ils naissent là-bas, on leur raconte l'Afrique. On leur raconte comme on peut. On leur raconte avec nos mots. On leur raconte avec nos vécus. Et parfois, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a ce que les parents, on n'est pas toujours honnête dans ce qu'on raconte aux enfants en Afrique. Parce que malheureusement, quand on est là-bas, on a le sentiment de... Parce qu'on est entouré des gens qui nous critiquent beaucoup. À un moment donné, on a le sentiment aussi de rejeter l'Afrique. Et même dans l'éducation de nos enfants... vous identifiez à ce que les gens vous disent de vous. Oui, à l'Afrique. On a tendance justement aussi désormais à ne présenter que ce qui est beau à nos enfants. Ok? Parce qu'on est dans un quotidien où on bagarre à prouver que non, ce n'est pas aussi comme vous pensez, ce n'est pas aussi sale que ça, ce n'est pas aussi sous-développé que ça, ce n'est pas aussi ceci. On a tendance à vouloir montrer le bon côté, le bon côté, le bon côté. Et si on ne fait pas attention, les enfants qu'on éduque là-bas passent à côté de la vraie Afrique. Ok, c'est pas pour dire qu'en Afrique, il n'y a que la pauvreté. Il y a beaucoup de bonnes choses. Mais il faut montrer le vrai. C'est-à-dire le côté, c'est quoi être africain? Nous, c'est ça qui nous a motivés. Ça veut dire quoi être en Afrique? Ça veut dire quoi être camerounais? Au Cameroun, on vit comment? Comment est-ce que les familles fonctionnent au Cameroun? Quelles sont les attentes qu'on a des enfants au Cameroun? Comment est-ce que les enfants se comportent vis-à-vis des parents? Ok? Là, comme ça a permis, pour nous, en étant ici avec les enfants, ça nous a permis de voir les conditions dans lesquelles nous, on a grandi. Nous, les parents, ils ont vu les maisons, ils voient les maisons dans lesquelles nous, on a grandi. Ils visitent les écoles dans lesquelles on a grandi. Ça leur donne comme ça une idée des conditions dans lesquelles on a grandi. Parce que nous, on est arrivé à un niveau où les enfants même vous demandent pourquoi vous êtes partis du Cameroun pour venir ici? Pourquoi ne pas rester dans votre pays, en fait? Ok? Donc, là, c'est des types de questions qui font qu'il faut vraiment aller en profondeur. Parce que ce ne sont pas des questions anodines. Il faut vraiment qu'on se dise, si un enfant commence à se poser des questions, il y a besoin de comprendre. Accepter les réponses qui vont avec. Voilà, donc il fallait vraiment qu'on leur fasse comprendre le pourquoi. Donc aujourd'hui, ils voient, ils comprennent mieux les conditions dans lesquelles on a grandi, ils comprennent mieux pourquoi on a dû partir et ils comprennent surtout les attentes qu'on a envers eux. Parce que clairement dans la diaspora, les parents africains, du moins pour la plupart, ceux que moi je connais, ils sont très exigeants avec les enfants. Et beaucoup d'enfants nés là-bas ne comprennent pas. Donc on remarque qu'il y a un phénomène, beaucoup de conflits entre les parents et les enfants. En diaspora. Il n'y a pas beaucoup d'harmonie, contrairement à d'autres familles européennes qu'on voit. Il y a beaucoup trop, on a l'impression qu'il y a les rapports sont très tendus entre les parents et les enfants. Et c'est justement parce qu'il y a cette différence d'expérience, en fait. Donc, on a des enfants qui ne comprennent pas les attentes des parents. Ils ont l'impression que les parents sont trop durs, ils sont trop exigeants, tu dois faire ci, tu dois être meilleur, tu dois. Mais l'enfant de l'autre côté, il ne comprend pas pourquoi, mais moi, mon camarade européen, là, pourquoi on ne lui met pas la même pression? Pourquoi il n'a pas les mêmes exigences, en fait? Donc, et du coup, les enfants ont l'impression, oh, moi, on me maltraite, moi, on ne m'aime pas, moi, on me fait ceci. Donc, il y a un conflit de vision entre les parents et les enfants. Donc, les enfants ne se comprennent pas. Mais là, maintenant, en faisant le pas que nous, on a fait, nous, le sentiment qu'on a, c'est que le message passe mieux.
en fait. Le message passe mieux, ils comprennent mieux les exigences qu'on a envers eux, ils comprennent même pourquoi on est parti et ils s'identifient mieux à l'Afrique. Et aussi, nous, on a été convaincus que les enfants qui ont grandi en Afrique, qui ont grandi au Cameroun, sont mieux préparés à réussir en Europe plus tard. Nous-mêmes, nous sommes la preuve, en fait. Parce que quand on regarde clairement, quand on observe... Oui, quand on regarde, si on regarde même l'environnement en Europe aujourd'hui dans la diaspora, la plupart des gens qui se considèrent eux-mêmes comme avoir réussi sont des produits de l'Afrique. Ok, donc on doit pouvoir reconnaître ça. On est le produit du Cameroun. On a été formé au Cameroun. Notre système scolaire est suffisamment solide. C'est quand même assez solide en fait. Ok, donc il faut reconnaître qu'au Cameroun, la qualité de la formation qu'on donne ne nous aide pas seulement sur le plan scolaire. Ça forge vraiment le mental qu'on arrive, parce que ce qui fait échouer en Europe, c'est quoi? C'est l'environnement, c'est le mindset. Quand le mindset n'est pas assez solide, on échoue. On n'échoue pas parce que les maths sont plus difficiles, non. On échoue parce qu'on ne résiste pas aux mots qu'on te dit. Parce que, oui, beaucoup de solitude, beaucoup de rejet. Donc, il faut pouvoir surmonter tout ça. Donc, quand on a connu, qu'on a quand même vécu dans des conditions assez difficiles au Cameroun, quand on arrive de l'autre côté, ça devient petit, en fait. Ça devient des petits challenges. Voilà. Donc, nous, c'était un peu important qu'ils comprennent ça. Au-delà de ça, vraiment se dire, si je suis un Camerounais et qu'on m'invite quelque part, je dois pouvoir dire quelque chose de vrai et de réaliste sur le Cameroun. Contrairement aux enfants qui grandissent là-bas. Donc, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on peut croire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle beaucoup de retour en Afrique, c'est toujours associé au business. On a l'impression que ça doit être dans le cadre du business. C'est par là que je voulais envoyer pour dire que... Par contre, je voulais juste souligner qu'il faut qu'aujourd'hui, on prenne conscience qu'il y a une vraie dimension de développement personnel derrière le retour au Cameroun. Ok? Donc, même, ça, c'est autant pour ceux qui sont au Cameroun, qui nous voient arriver, qu'ils comprennent que quand on arrive là, c'est pas toujours parce qu'on a vu beaucoup d'argent quelque part qu'on vient chercher. C'est pour, il y a aussi des raisons de développement personnel. Ça a été le cas pour nous. Ok? Il y a des gens aujourd'hui en Europe qui sont appelés même à retourner en Afrique pour pouvoir retrouver leur santé. Il y a des gens en Europe qui ont perdu leur santé, qui ont perdu la joie de vivre à cause des conditions de vie. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles ils ont dû évoluer ces 10, 20, 30 dernières années a fait qu'aujourd'hui, ils sont physiquement plus en santé, mentalement plus en santé, ils ont perdu le goût de la vie, ils ont tout perdu. Donc pour ces personnes-là, le retour en Afrique devient comme ça une opportunité. Pour eux, on ne dira plus que c'est... Thérapie. Oui, c'est une thérapie carrément, de retourner en Afrique. Et la chance, c'est que là-bas, ils ont gagné une certaine expérience professionnelle, ils ont une certaine expertise qu'ils ramènent. Et sur place, ils peuvent mettre ça au service du continent. Ok, ils peuvent mettre au service du continent et gagner beaucoup d'argent aussi. Donc d'abord, tu viens pour te soigner et en plus, si tu gères bien, si tu utilises bien ton expertise, tu peux aussi encore gagner de l'argent. Donc il y a cet aspect-là en fait. Donc aujourd'hui, il est vraiment urgent qu'on ne voit plus seulement le retour comme associé au business ou bien aux valeurs économiques, mais vraiment il y a aussi le développement personnel. Et ça fait quand même longtemps que les gens sont partis et à un moment donné, on veut plus que gagner de l'argent. Alors, on va enchaîner directement pour parler de ces acteurs de la diaspora qui, installés de l'autre côté, mettent sur pied des entreprises et des business dans un système sur lequel ils ont pourtant craché dessus pour aller s'installer ailleurs. Vous faites cette lecture comment? Est-ce que c'est plus facile d'investir étant à l'étranger au Cameroun ou alors de l'autre côté les impôts coûtent un peu trop cher? Donc clairement, ça pousse à... Oui, on peut se poser la question de se dire, parce que clairement aujourd'hui, on voit des Camerounais qui ferment leur structure aujourd'hui, qui vendent tout à fait pour payer des réseaux pour aller en Europe. Mais une fois en Europe, ils font tout pour revenir. Oui, pour revenir investir en Afrique. En tout cas, moi, pour avoir fait le chemin, parce que moi, je suis passée par là, en étant en Allemagne, j'ai tout de suite, dès que je suis arrivée, tout de suite commencé à investir au Cameroun. Moi, l'analyse qu'on peut faire de la situation, c'est que, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on part de son pays d'origine et qu'on arrive à l'étranger, déjà, nous, diaspora, qui avons quitté nos pays en Afrique pour arriver en Europe, déjà, ça a été des immigrations de subsistance, en fait. Ok? C'est toujours, on est parti parce qu'on voulait sortir de la précarité. Un mieux-être. Voilà. Mieux-être personnel. Donc, c'était pas des immigrations de bien-être. On se dit, bon, j'ai envie de respirer l'air européen. Non. On partait parce qu'il y avait problème. On se disait, on est dans des familles, on est déjà très nombreux, les parents n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Il faut aussi renforcer. On devient des solutions économiques aussi. On va dans un système où on peut se former, travailler gros pour aider, nourrir, soigner la famille. Donc vraiment, c'était des immigrations de subsistance. Ok, donc quand on arrive là-bas,
première des choses qu'on arrive, le premier challenge, c'est déjà de se dire, je dois me trouver rapidement un petit boulot pour pouvoir s'occuper de soi-même dès qu'on arrive. Et quand on gagne quelque chose, il faut envoyer à la famille, il faut faire pour la famille. En parallèle, on se forme, ok? En parallèle, on se forme. Et quand on a fini de se former, maintenant, et qu'on commence à gagner beaucoup mieux que quand on est arrivé, maintenant, il faut résoudre les gros problèmes de la famille. Parce que quand on est arrivé, on résolvait les petits problèmes. Il y avait les jobs qu'on faisait pendant les études. Ça a aidé à résoudre les petits problèmes. Les problèmes de santé, les problèmes de manger. Mais le jour où on obtient son diplôme et qu'on commence à travailler, où on a une expertise, ça veut dire qu'on commence à gagner beaucoup mieux qu'avant. Et là, maintenant, il faut résoudre les gros problèmes de la famille. Les gros problèmes comme aller reconstruire la maison familiale, ok, soigner les parents qui sont déjà atteints de maladies quand même graves. Donc là, on commence à faire des gros investissements sur la famille. Il faut faire venir ces cadets aussi en Europe. Ça coûte. Donc là, on commence à avoir des gros projets dans lesquels il faut investir. Et bon, pour certaines personnes, parfois, pendant tout ce trajet-là, ils se sont eux-mêmes mariés, ils ont eu leurs propres enfants, et ils ont leur propre vie. Sauf que, bon, on arrive quand même finalement à un moment où on se dit qu'on commence à approcher la quarantaine, on commence à se poser des vraies questions. Parce que là, on se rend bien compte, on arrive à un niveau où, oui, on a satisfait la famille, on a quand même le sentiment d'avoir jouer un bon rôle dans la famille est fière de toi, tu as fait ceci, dans la société ou dans le pays où tu vis, tu es quand même quelqu'un parce que tu t'es battu, tu t'es formé, tu as quand même un boulot respectable, mais au fond quand même on a toujours un sentiment d'insatisfaction. Un goût inachevé. Oui, au fond de soi, parce que déjà quand on est arrivé, déjà même la plupart des filières qu'on a étudiées, c'était pas forcément ce qu'on aimait, c'est ce qui donne le boulot en fait. Ok, donc c'est toujours, à chaque fois on a fait des choses de façon malgré soi. On part déjà malgré soi, on arrive, on étudie quelque chose malgré soi, on doit faire parce que c'est ce qu'il y a à faire, sinon les gens ne s'en sortent pas. Donc on arrive à un stade de sa vie où on a le sentiment de... La satisfaction personnelle n'y est pas. La reconnaissance sociale n'y est pas. Donc on se dit, bon maintenant, il me faut faire quelque chose pour moi et pour la famille que j'ai créée. Parce que pour ses propres enfants, on a fait quoi? Parce que quand on sait tout ce qu'on a fait pour les parents, on a fait pour les frères et sœurs, mais pour ses propres enfants en général, on n'a pas le sens. Déjà qu'on a des enfants avec qui on a du mal à s'entendre parce qu'il y a un décalage culturel. Déjà, donc on commence à se dire, et la mauvaise conscience commence à s'installer, on se dit, mais pour mes propres enfants, j'ai fait quoi? Et même pour soi-même. C'est-à-dire, même pour soi-même, tu te dis, mais aujourd'hui, si je quitte l'Europe, je pars avec quoi? Quelle est la preuve que j'ai déjà eu à gagner de l'argent? Quelle est la preuve que je suis ce que je suis en fait? Donc, c'est un peu ça qui nourrit le besoin de se dire, il me faut créer quelque chose. Les gens ont besoin d'identifier leur réussite dans quelque chose, ok? On se dit, bon, et logiquement, naturellement, on pense à son pays d'origine. Parce que on se dit, c'est l'environnement que je maîtrise un peu le mieux. C'est l'environnement, déjà, qu'on est appelé à aller souvent. Donc, ça veut dire que si je crée un business dans mon pays, quand je vais pour les vacances, je peux avoir le temps de regarder, ok? Donc, voilà un peu d'où naît ce truc-là. Et donc, on se dit, bon, en créant, quand on vient ici, on crée une petite structure, on se dit, et quand on rentre en Europe, le cœur est bizarrement dessus, hein. C'est-à-dire on a plus le cœur sur ce petit truc que même sur son boulot qui rapporte, qui nourrit tout le monde là en fait. Parce que finalement c'est là où on a vraiment de la valeur. C'est là où on trouve on se sent plus accompli dans ça. Parce que déjà en Europe, on souffre beaucoup de reconnaissance sociale en fait. C'est-à-dire quelque chose que vous allez faire, il y a toujours un plafond qui te rattrape à un niveau. Donc il y a tellement de frustrations qui viennent de partout. À un moment donné, on se dit, bon, il me faut créer quelque chose. Je dois créer ma propre structure. Je dois créer quelque chose pour moi. Quelque chose qui m'identifie. Quelque chose que mes enfants peuvent voir et avoir la preuve. Parce qu'en Europe, les enfants ne te voient pas travailler. Hein. On ne voit pas ta réussite. Oui. Parce que il faut dire que la façon dont on vit en Europe fait que tout le monde est presque au même niveau. Hein. On vit tous dans les mêmes types de maisons. Donc c'est pas comme en Afrique où les décalages sont grands. Donc à un moment donné, les gens ont besoin de s'identifier par quelque chose. Et là, l'idée de créer les business revient en surface. Bon, naturellement, on va dans son pays parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'avec du recul, on se rend bien compte qu'on aurait pu créer aussi en Europe. Hein. C'est-à-dire, c'est vrai que l'impôt coûte cher, mais partout, il faut payer l'impôt en réalité. Mais le problème, c'est que quand on est arrivé, on était tellement focus à résoudre d'autres problèmes qu'on n'a pas bien compris le système. Donc, ce qui fait qu'au moment où on arrive, où on est prêt à investir, on se rend compte qu'on ne peut même pas investir sur place parce qu'on ne maîtrise pas le fonctionnement sur place. Donc, en fait, et c'est ça, en fait, c'est une fois de plus le rôle que nous on vient jouer parce que... C'est pour embrayer sur votre rôle que la question a été posée. Voilà, de se dire, aujourd'hui, on est comme ça, la diaspora fait des études de marché. Parce que, clairement, l'Afrique qu'on a laissée n'est plus pareille. Ok, il n'y a pas qu'en Europe que les mentalités ont évolué. Partout dans le monde, surtout en Afrique, les habitudes de consommation ont évolué. Les comportements des gens ont tellement évolué. Et en plus... Quand on a grandi au Cameroun, par exemple, dans un quartier lambda, dans certaines conditions,
quand on part du Cameroun très jeune, quelqu'un qui part du Cameroun, par exemple, à 18 ans, même jusqu'à 25 ans, les conditions dans lesquelles il a grandi, pour lui, c'est ça qu'il connaît du Cameroun, en fait. Parce qu'il faut reconnaître aussi qu'au Cameroun, on a cette malchance-là. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas le Cameroun. Quand je regarde le mode de vie que nous, on a, dans lequel nous, on a grandi, on ne bouge pas beaucoup dans le Cameroun, ok? On est très figé, c'est-à-dire, au trop, les déplacements se font si on vit en capitale, on va aller au village, rendre visite aux grands-parents, et puis on revient. Il y a beaucoup de coins au Cameroun qu'on ne maîtrise pas. Et quand on a voyagé jeune comme ça, on a eu on s'est exposé au fait que c'est les parents qui ont fait beaucoup de choses pour nous. Il y a beaucoup de gens qui voyagent sans savoir comment on fait un passeport. Ok, parce que quand l'enfant a eu le bac, c'est le parent qui prend le devant, on va appeler les relations, on te dit viens signer ici, tu vas aller signer. Tu sais seulement que tu as eu un passeport, tu as une carte d'identité. Donc quand tu arrives à l'étranger, tu passes 10 ans, tu reviens. En fait, tu ne connais même pas le Cameroun. Tu ne sais même pas comment, même les simples choses administratives fonctionnent. Ok, et quand tu prends le risque, tu portes beaucoup d'argent, tu viens, tu mets, et puis ça tombe en fait. Donc, raison de plus. Donc, la question est pertinente. On croit qu'on connaît. Bon, on ne connaît plus en fait. La réalité nous montre que ce n'est plus le Cameroun qu'on a laissé. Et en plus, le Cameroun que nous on a vécu, ce n'était que notre réalité. Hein. Ça n'est pas la réalité de tous les Camerounais. C'est un aperçu. Oui, ça c'est notre réalité propre à nous. Parce que moi aujourd'hui, quand je retourne au Cameroun, les réalités, le quotidien que j'ai au Cameroun, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec l'enfance que j'ai eue au Cameroun. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun que j'ai vécu étant étudiant. Ça n'a rien à voir en fait. Donc c'est là on se rend compte qu'on peut très vite se tromper sur la nature d'un pays, on peut très vite se tromper sur la compréhension et comment un pays est-ce qu'il peut fonctionner. Et dans la diaspora, vous allez voir les gens dans les discours, ah non, le Cameroun fonctionne comme ça, moi je sais parce que je suis Camerounais. Non, non, non. Nous au Cameroun, on a un problème parce qu'on ne bouge pas beaucoup. Et on a grandi dans des familles avec des parents qui ne s'expriment pas beaucoup. Donc, et on a des parents qui font beaucoup de choses pour les enfants. Donc, nous, les jeunes, on n'entreprend pas beaucoup. Donc, du coup, on est très loin de la vérité. Ok, on est vraiment très loin de la vérité. C'est ça qui explique le fait que quand on décide de venir investir, on paie de l'argent, on se fait frapper, ou bien on se trompe d'investissement et puis l'argent part. Donc, nous aujourd'hui, au cabinet Start-up Maman, on se positionne comme ça, comme des partenaires pour la diaspora qui veulent investir en Afrique. Le courant de transmission. Voilà, entre la diaspora et la cible et locale en fait, de se dire, moi si quelqu'un dit, moi je vais investir dans ceci, sinon on va faire les études de marché pour lui et lui dire, bon voilà les réalités locales par rapport à ton idée, voilà ce qui est attendu, peut-être il faut ajuster de cette façon pour que ça passe. Ok, donc on va répondre à toutes ces questions-là. Si quelqu'un a déjà un projet sur le terrain, on peut faire le contrôle pour lui. Ok, on peut aller sur place, recruter son personnel, suivre son personnel et lui rendre compte en fait. Ok, parce qu'aujourd'hui la diaspora a eu tellement de problèmes, surtout avec la famille. Ok, parce que quand on est parti, le seul repère qu'on a en Afrique, c'est quoi? C'est la famille en fait. On se dit, bon, moi si je vais loger. On est digne de foi surtout, mais après on est toujours dessus. Bon, parfois même, honnêtement, je me dis, à la base, peut-être les familles ne veulent pas forcément nous nuire. Hein. Sérieusement, je me dis, peut-être il y a des cas où on se dit, mais honnêtement, je pense qu'il y a aussi un manque de savoir-faire qui se cache derrière. Hein. Parce que quand on appelle un parent pour dire, bon, moi je veux investir dans ça, je vais t'envoyer l'argent pour que tu fasses. Parfois, c'est un parent qui n'a aucune expérience dans ça. C'est simplement par amour. C'est-à-dire, on est focalisé que sur l'attachement qu'on a. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur. Il va faire ça pour moi. Mais le projet en lui-même, il ne s'y connaît pas. Vous voyez un peu? Donc, on est plus focus sur la relation qu'on a avec la personne que sur le projet en question. Mais est-ce qu'on regarde le parcours du frère et de la soeur du parent? Est-ce qu'il a eu à gérer ce type de truc? Est-ce qu'il a le savoir qui va avec? Est-ce qu'il a le mindset même pour tenir? Est-ce qu'il est capable de gérer en fait? Mais comme le parent aussi, il veut faire plaisir, le frère, la soeur et tout veut faire plaisir, on se dit ok, envoie, je vais faire. Parce qu'au Cameroun aussi, on sait s'improviser dans les choses aussi. On se dit non, je vais faire. Parfois on prend, au départ, c'est pas forcément pour nuire, mais chemin faisant, on ne reconnaît pas ses limites. On ne reconnaît pas que effectivement ici je me suis fait frapper. On ne reconnaît pas que vraiment ce que tu me demandes de faire là, je ne peux pas le faire. Donc c'est une responsabilité qui est partagée. Autant on a été dessus par les siens parce qu'ils ont pris l'argent, ils ont détenu, ils ont fait ceci. Mais autant nous on est responsable d'avoir donné l'argent aux gens qui n'avaient pas le profil de le faire, parce que nul n'a le monopole du savoir. C'est-à-dire que l'excellence, on vise ça tous les jours, nous-mêmes on s'améliore tous les jours dans ce qu'on fait, on améliore nos études de marché, on essaye de travailler beaucoup plus, on rassemble tout ce qu'il faut pour avoir le meilleur résultat à la fin, mais il y a quand même un minimum en fait, il y a un minimum qu'il faut avoir, ok? Donc, et ça, une fois de plus, ça part du fait que
même étant déjà de l'autre côté dans la diaspora, on continue à développer, à garder les mêmes mentalités qu'on avait sur place, de se dire, on peut se lever un matin et s'improviser facilement dans un secteur d'activité. Ok, de se dire, bon, moi j'ai une formation d'ingénieur en électronique, j'ai découvert qu'il y a la mécanique qui marche bien, je vais peut-être aller ouvrir un grand garage très très moderne. Au Cameroun, je ne vis pas au Cameroun, je ne sais même pas s'il y a des techniciens pour ça, mais comme j'ai vu ça là-bas, je vais aller faire. Je vais innover dans mon pays, ok? Je vais apporter cette innovation dans mon pays pour que ça existe aussi, mais ça, c'est pas la raison première d'une entreprise, en fait. C'est de se dire, je viens implanter le besoin, je viens satisfaire un besoin d'abord. Ok, donc il y a tellement d'erreurs comme ça qui sont faites, tant sur le plan stratégique que sur le plan personnel, que nous, on s'efforce aujourd'hui de résoudre, quoi. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.